Bonjour à tous et bienvenue sur On dirait le Sud. Mon invitée du jour est Nathalie Agege, fondatrice de la société Pronim à Marseille. Après avoir décroché son doctorat en biologie moléculaire, Nathalie fonde sa société et crée un premier produit anti-acarien, écologique et naturel. Dans cette aventure, elle part vraiment de zéro. Malgré sa timidité de l'époque, elle décroche ses premiers contrats, signe avec les plus gros acteurs de la grande distribution en France et ouvre son premier laboratoire de recherche à Marseille. Nathalie est une de ces Wonder Woman, maman, chef d'entreprise et très impliquée dans la vie économique de sa région. Nathalie nous apprend avec une grande bienveillance et modestie comment créer de la pérennité pour son entreprise, comment transformer ses voyages en une source inépuisable d'inspiration et servir au développement d'une entreprise, comment le réseau et le partage ont été deux éléments clés dans la croissance de sa société et pourquoi le fait d'oser dans la vie peut faire toute la différence. Aujourd'hui, étant la présidente de l'APEX, le club de l'international de la région Sud, elle est investie d'une autre mission, celle de partager son expérience et de faciliter la mise en relation des entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Nathalie, donc merci beaucoup de ton accueil dans les locaux de Pronim à Marseille. Je suis surtout ravie de t'avoir sur le podcast parce que tu es la première femme. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Tout d'abord, bonjour. Nathalie Agege, je dirige une entreprise de chimie et de biochimie à Marseille. Je suis native de Marseille, j'ai 48 ans, je suis mère de 2 enfants merveilleux, un garçon de 22 ans et un petit garçon de 6 ans. Et je dirige ici une entreprise avec à peu près une vingtaine de collaborateurs depuis 17 ans. Et donc tu es née à Marseille, tu as toujours vécu à Marseille. Quel souvenir tu as de ton enfance ici ? Alors j'ai beaucoup de fierté à dire que je suis un pur produit marseillais. Donc j'ai le sentiment que quand on grandit à Marseille, on est un petit peu épargné des grandes métropoles parce que Marseille est composée de plein de petits quartiers. Donc quand tu nais, moi je suis née dans le quartier de Mazargues, tu restes quand même dans un environnement, dans une proximité très, très étroite et très campagnarde aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, oui, Mazargues, c'est un petit village dans Marseille. Exactement. Donc une enfance plutôt tranquille. Je suis la dernière de la Benjamine d'une fratrie. Donc j'ai 2 grands frères au-dessus de moi. Et je pense que mes parents n'ont pas vraiment différencié l'éducation entre une jeune fille et une fille et des garçons. Donc c'était plutôt de l'éducation dans la masse. L'éducation des années 60-70 était très différente de l'éducation 2020 qu'on donne à nos enfants aujourd'hui. Mais quand même dans un rapport familial très, très intime, très proche et très chaleureux. Donc des très bons souvenirs. J'ai fréquenté des lycées de quartier publics. Je suis un produit de l'éducation publique. Donc lycée public et université aussi publique. Donc j'avais envie de faire des sciences. J'avais un petit peu de sensibilité à la biologie et à la chimie à la fin de mon bac. C'est quelque chose qui vient de tes parents ou c'était comme ça ? Pas du tout, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur. C'est une des premières personnes à avoir fait du business avec la Chine dans les années, je pense dans les années 80, donc c'était assez D'accord. assez Et il précoce. faisait quoi exactement ? Alors il importait des fax de Chine et mon frère importait des zips, des fermetures à glissière. Donc une culture quand même de l'international et de l'entrepreneuriat qui est quand même assez tôt, mais j'avais vraiment pas de sensibilité à ce type d'études en tout cas, puisque j'étais un petit peu dissidente quand j'ai proposé à mon père d'aller à la faculté de sciences de la nature et de la vie. Ils n'ont pas compris. Pas du tout. Ok, donc tu fais cette université et après tu te dis, tu as envie de continuer. Comment ça se fait que tu vas aussi loin dans Après, je suis quelqu'un de passionné. C'est beaucoup, c'est ce qui en ressort en tout cas dans les différents articles. Je suis quelqu'un de passionné et c'est vraiment un
très marquant de ma personnalité. Donc je fais beaucoup les choses par passion et j'ai pas un plan de carrière. Première année, deuxième année, je trouve que c'est assez intéressant. J'ai plus d'affinité pour certaines matières que pour d'autres. Et j'avance. L'université est un concours détourné. Donc tu passes la barre, tu continues. Tu passes pas la barre, tu t'arrêtes. Et donc je suis arrivée facilement jusqu'à un DEA, puisque c'est souvent la barrière. Jusqu'à un DEA où j'ai su me vendre auprès du directeur du DEA pour continuer à avancer. Je n'ai pas le sentiment que d'avoir fait ces études-là et d'être arrivée jusqu'au bout, c'est une filière d'excellence. J'ai plutôt le sentiment que c'est une filière de passion, de goût, d'envie, et aussi apprendre à travailler seul. L'université, c'est pas une école. Donc on se doit de savoir rapidement se concentrer, travailler seul et d'être fixé sur ses objectifs pour pouvoir réussir. Très peu de femmes déjà, que dès la 4e année, la 5e année, je pense qu'on était 10 ou 20% de femmes et moins en moins plus tard. Donc la conscience aussi que les femmes ne choisissent pas facilement la chimie ou ce type de filière. Et pourquoi tu crois que c'est un domaine qui attire moins ou c'est un domaine qui est plutôt fermé Très honnêtement, je pense que les femmes n'osent pas parce que alors d'abord, quand on va à l'université, il n'y a pas de débouché. On ne sort pas avec un métier, on sort avec un diplôme. Si on ne choisit pas l'éducation nationale, il n'y a pas un débouché très précis ou la recherche. Il n'y a pas de débouché flagrant et souvent les femmes aiment prendre des filières plus logiques avec la définition d'un métier à la fin. Donc je pense qu'il y a ce point-là qui est très important, qui est moins concret pour la femme, de se dire, voilà, je vais aller faire 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études, et finalement, quand je sors, j'ai un diplôme, mais j'ai rien. Et je pense que c'est un élément très négatif, et c'est une barrière dans la conception des études pour une femme. D'où ma volonté aujourd'hui aussi d'aller vers des jeunes femmes qui sont scolarisées pour leur montrer qu'on peut avoir envie d'étudier ses passions et les matières qui nous plaisent et de se construire petit à petit et finalement d'aboutir et de réussir. Donc tu travailles un peu à l'université à la fin de ton doctorat? Je ne travaille pas du tout à l'université. En fait, à la fin de mon doctorat, je suis enceinte de mon fils. Aîné, et donc je laisse le temps venir. Je me dis que ce sera la seule opportunité, en tout cas une des seules opportunités dans ma vie, de profiter de mon enfant et de sa première année et de partager avec lui. Donc je reste pendant la première année à m'occuper de ce petit bout, et je me remercie d'avoir fait ce choix parce que c'est extrêmement enrichissant et c'est une expérience que je n'ai pas pu renouveler pour mon deuxième enfant. Donc c'était très important et ça l'a été très important. Voilà, donc j'ai commencé à travailler après la première année de mon fils aîné. Ok, donc ton premier job, tu travailles dans une autre entreprise? Je n'ai jamais fait rien d'autre que ce que je fais aujourd'hui. Après, c'est vraiment l'opportunité de la rencontre. Mon frère aîné travaillait était fournisseur de la société Dodo. Et il fournissait les sacs plastiques qui emballent les couettes et les oreillers. Hong Kong ouvrait ses portes à la Chine, puisque perdait son mandat anglais. Et il avait cette crainte que les Chinois puissent venir sur les marchés internationaux et les marchés français pour proposer des housses en plastique directement aux grandes entreprises. Et donc, il me demande si j'ai la possibilité d'inventer ou de développer un plastique nouveau pour ces housses et quelque chose d'antibactérien ou la valorisation de son plastique. Et je développe avec lui, en tout cas pour lui, un plastique anti-mite, puisque souvent on utilise ces housses pour garder les vêtements été-hiver, hiver-été. Et je trouvais que l'idée était bonne. J'avais le sentiment que la naphtaline allait disparaître dans les années. Et pour des raisons de toxicité, c'est toujours la grosse problématique de la chimie. Donc je développe ce produit. On dépose un brevet ensemble, mais ça n'a jamais été vraiment exploité. Et Dodo, donc la société Dodo, entend parler de cette étude et de ces tests. Et donc le patron de la société Dodo, à l'époque, Marc Seff, ils étaient deux patrons, Marc Seff et Didier Hanot, me demande si j'ai les connaissances et l'expérience pour travailler aussi sur le textile dans un domaine différent qui est lié aux allergies respiratoires, liées aux acariens de la poussière.
Et toi, c'est quelque chose que tu avais spécifiquement travaillé en université ou non? Tu te lances là-dedans? Alors, pas du tout. Mes diplômes sont liés, alors un petit peu à l'immunologie, mais vraiment très peu, de la génétique et beaucoup de la biologie moléculaire. Donc, c'était un petit peu lié parce que le côté chimique, on revient toujours sur les mêmes modèles. Mais c'était pas du tout dans les modèles de standards d'études que j'avais fait. Mais je suis toujours dans le challenge et dans la passion et dans l'envie de me dépasser. Donc je prends vraiment cette demande comme tiens, est-ce que je suis capable de le faire ou est-ce que je suis pas capable? Et j'ai envie d'avancer sur ça et je me dis tiens, bah, essaye, de toute façon t'as rien d'autre à faire, t'as rien à perdre. Essaye, on verra. Et donc, je contacte l'université où j'ai fait mes études et d'autres laboratoires. Et je leur demande si je peux faire des tests chez eux, si je peux faire des formulations chez eux. Et donc, je fais vraiment une petite biblio, une étude sur ce qu'on appelle aujourd'hui PRONIM. Donc, la possibilité de micro-encapsuler une substance active particulière, inoffensive en tout cas pour l'homme, et de la fixer sur un tissu avec une résistance au lavage ménager et que ce tissu puisse être efficace contre les acariens de la poussière. Donc ça marche comment concrètement? On le met une fois et après ça suffit ou Exactement. Tu peux nous expliquer? En fait, nous on fabrique une chimie qui est liée à la technologie de microencapsulation. Ça par contre je l'ai appris à l'école. Et une microcapsule, c'est une petite bille qui mesure 2-3 microns. Ça peut aussi mesurer 10, 20, 30 microns, mais dans notre cas c'est assez petit. Et dans cette microbie, on va mettre un actif. Et ma sensibilité, elle était vraiment sur le côté actif naturel, inoffensif pour l'homme, très bénéfique pour l'homme et très dangereux, en tout cas pour les insectes type acariens, mites, etc. Et donc, je décide d'utiliser l'huile de Nîmes qui, à l'époque, est utilisée pour protéger les fleurs contre les puces qui viennent squatter à l'intérieur des fleurs. Et pour protéger les bois et forêts des différents insectes qui viennent squatter et se nourrir de bois. Donc l'huile de Nîmes, c'est quand même un produit qui est très connu dans la médecine ayurvédique. Il y a tout un historique, il y a beaucoup de brevets qui ont été déposés. C'est un petit peu l'huile d'olive du sud de la France à la dimension indienne. Et donc j'essaye d'utiliser cette substance active. Importé, à l'époque, c'était importé d'Inde à un niveau de qualité cosmétique médical. Donc avec une pureté et tout un niveau de test et de contrôle sur la substance active et le matériau brut. On le micro-encapsule dans ces petites billes et en fait on va le protéger, cet actif naturel, de la dénaturation, de l'oxydation liée au soleil et du temps. Donc souvent les substances naturelles comme nos parfums ont une durée de vie très limitée, 6 mois, 1 an, pas plus. Et avec la technologie de micro-encapsulation, on va lui donner une vie qui va être de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans parfois, puisque c'est comme si elle était enfermée dans une bouteille noire à l'abri de l'air et de la lumière. Donc vraiment une conservation très longue. Et donc le brevet qu'on a déposé est aussi lié à ce point qui est essentiel, c'est de donner une durée de vie des substances actives très longue versus leur durée de vie originelle. Et donc, on va fixer ces microcapsules sur un tissu en milieu industriel. Donc, on va faire tremper des tissus ou des fibres ou des plumes ou quelques types de textiles dans des bains avec nos substances. Et le tissu va boire les microcapsules. Et nous, on s'est fixé après par des systèmes de séchage très importants ces capsules à la surface des tissus. L'intérêt de la taille des microcapsules, c'est qu'en fait, les microcapsules viennent s'insérer au cœur des fibres, à l'intérieur des fibres, et donc ne peuvent pas partir lors des différents lavages ménagers. Et en fait, quand les gens utilisent les couettes, les oreillers ou leurs vêtements traités, les microcapsules se cassent et libèrent l'actif à la surface du tissu et donnent une intelligence, une propriété particulière au textile. Donc tu commences par cet actif-là et Dodo, c'est ton premier client? Alors Dodo, c'est mon premier client. Carrefour, c'est aussi un de mes premiers clients. La Redoute, c'est un de mes premiers clients. Comment tu fais pour les démarcher? Alors Carrefour, c'est l'univers de la literie. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs quand on va sur Internet et qu'on marque couette synthétique ou couette naturelle. Il y a plein d'annonceurs qui sortent. En fait, les vrais industriels sont au nombre de 4-5 en France. Il y en a pas plus qui fabriquent vraiment.
Et donc, c'est un milieu qui est très, très fermé. Les gens qui traitent les tissus, qui ennoblissent les tissus. En France, il y en a 3. Et donc, ce que m'a demandé Dodo quand je lui ai montré la faisabilité du projet, de la chose, il me dit, ma petite Nathalie, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant que tu as montré que c'était possible? Je voudrais aller dans toutes les usines pour pouvoir faire des tests sur tous les tissus, tous les matériaux, toutes les fibres de rembourrage, pour pouvoir mettre en place un cahier des charges très strict et des fiches données de sécurité. Et donc, j'ai été dans toutes ces usines-là. Et comme c'est un monde qui est très petit et restreint, Carrefour a été informé de mes travaux et donc m'a convoqué pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et à l'époque, ils m'ont proposé une exclusivité pour toute la gamme Tex que j'ai refusée, craignant que la toute petite structure que j'étais perde ce fameux client rapidement et puisse pas travailler par ailleurs. Donc je refuse et je suis très consciente de ce que je suis en train de faire. Et en fait, c'est eux qui sont revenus vers moi assez rapidement en me disant on le fait comme vous voulez. Donc Carrefour, à l'époque, il faut vraiment comprendre qu'on est en 2005, on est avant le développement durable. On est avant les problématiques de toxicité. On est vraiment dans le lobby de la chimie à fond. Tout ce qui marche, efficace, résistant à 100 lavages à 90 degrés. C'est les mentalités de l'époque. C'est vraiment ce que recherche le consommateur. Et Carrefour a quand même, à cette époque-là, une mesure de prudence. La Redoute aussi, Dodo aussi. Donc vraiment, ces acteurs-là ont des mesures de prudence et se dire, aujourd'hui, on n'a pas de recul sur cette chimie qui est populaire. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose mais inoffensif. Voilà, on n'était pas dans le développement durable, on était vraiment dans la protection de l'humain, la protection des salariés qui utilisent cette chimie pour appliquer sur les tissus, et la protection des gens qui dorment sur ces couettes, ces oreillers, sur nos enfants, pendant 6 heures à 10 heures par jour. Et donc, c'est vraiment eux qui ont eu ces mesures de prudence et qui m'ont fait confiance pour commencer à travailler avec moi. L'idée vraiment, c'est que quand ils ont commencé à mettre en rayon, et le BHV, les Galeries Lafayette sont vraiment aussi de très bons partenaires. Quand le BHV met en rayon ses premières couettes Pronim à travers Dodo, fait 30% de chiffre d'affaires en plus juste sur ce petit rayon. Ok, donc juste pour comprendre, la marque Pronim est affichée à côté de la marque du distributeur. La marque est toujours affichée à côté du distributeur sur l'encart. Et on a aussi une petite vignette de traçabilité avec un petit arbre reconnaissable qui est cousu sur tous les articles qui ont été traités. Comme un label en fait. Aujourd'hui, c'est devenu un label de qualité. Ouais, c'est vraiment devenu un label qualité-sécurité. Et à ce moment-là, donc tu es seule dans l'entreprise Jusqu'en 2009, en fait, je suis monosalariée de cette entreprise. Alors, monosalariée, monoproduit. Et je fais sous-traiter dans une usine de teinturerie qui fait des mélanges et qui ne sait pas vraiment ce qu'elle est en train de fabriquer. Et donc, je lui envoie toutes les matières premières et je lui donne un process de travail et lui me fabrique les microcapsules. Et après, sur la base de ce sous-traitant, je dispatche mes productions. Ça a été un très, très bon partenaire jusqu'à la fabrication, jusqu'à l'aménagement de notre usine ici. En 2009, on est sous la crise de Sarkozy, crise économique, sous le gouvernement Sarkozy. Et là, la consommation diminue drastiquement. Les gens n'achètent plus de biens de consommation comme des couettes, des oreillers. Et finalement, ça commence à être impactant sur mon entreprise. Mais je faisais déjà un bon chiffre d'affaires en étant monosalariée. C'est-à-dire, tu faisais combien? Je pense que je faisais déjà 1 million d'euros. J'étais toute seule, j'avais pas de charge. Donc, c'était très bien. Et donc là, j'écoute les industriels autour de moi et chacun a des positions différentes. Chacun se dit, la crise va durer 4 ans, 5 ans. Je positionne mes prix et j'attends que la crise passe. D'autres se disent, je descends mes prix ou je descends en qualité pour pouvoir avoir plus de marché, etc. Il y avait vraiment des décisions à prendre essentielles pour garder ces marchés et surtout pour ne pas les perdre. Et donc là, je me dis, je suis monosalariée, j'ai mis beaucoup d'argent de côté pendant ces quelques années-là, puisque j'étais un petit peu fourmi dans ma façon de gérer. Et je me dis, il faut que je me structure. Donc j'engage 3 collaborateurs, donc un responsable marketing, un responsable des ventes et un responsable comptabilité logistique. Et on commence à grandir comme ça. Et je me dis, j'ai une marque forte, j'ai un brevet, je commence à avoir un bon réseau de distribution au travers de la France.
Il me faut C'était ailleurs aussi que chez Carrefour. J'étais vraiment, je commençais à être bien représentée sur le territoire français et de façon très sporadique, un petit peu en Italie, en Espagne, en Belgique, donc un petit peu en Europe. Je commençais vraiment à m'intéresser au marché international parce que je me disais que la France était un micro-marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très très peu d'acteurs, donc ça reste un micro-marché. Et donc je me dis vraiment qu'il fallait que je me structure et que je grandisse, et avec la vraie volonté de vouloir avoir un outil de production. J'étais admirative de l'usine des savons de Marseille, du fer à cheval. Et je trouvais que c'était vraiment essentiel dans la construction d'un produit, d'une industrie, d'une réflexion scientifique autour d'une technologie. Il fallait avoir un laboratoire de recherche et une usine. Et je rencontre donc mon collaborateur, Fabio Puga de Freitas, qui vient à moi, il vient de Tours. Et il me dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais travailler avec vous, est-ce que ça vous intéresse? Et je lui dis, ok, on va y aller, on va faire une usine ensemble. Et donc, on commence à chercher un site, et c'est là que c'est un peu compliqué à Marseille. Il n'y a pas il n'y a pas de pôle d'industrie spécifique pour des sociétés de la taille de mon entreprise. Donc, on va dire des petites entreprises qui ont envie de s'industrialiser ou de grandir. Il n'y a pas de site spécifique avec plusieurs entreprises et comment on veut dire, des pôles de compétences où on pourrait éventuellement s'installer ensemble et travailler ensemble. Donc, je trouve ici, dans le 15e arrondissement, aux Ateliers de la Méditerranée, un hangar. À l'époque, je pense que la personne stockait des clims ici. Un hangar à taille assez raisonnable, donc il y a à peu près 500-600 mètres carrés. Et je me dis, on va aller sur ce hangar, on va tout casser, on va tout repeindre. Et donc, on loue ici aux Ateliers de la Méditerranée. Et on dessine l'usine, ça prend du temps parce que tout se dessine, tout se crée, les machines sont faites à la main. Donc on met quand même 2 ans, voire 3 ans pour construire l'histoire. C'est-à-dire, vous construisez carrément les machines? Oui. Parce qu'elles Oui. n'existent pas. Exactement, il n'y a pas de machine spécifique pour faire nos capsules. Donc c'est détourné un peu de la cosmétique et de la cuisine. De l'alimentaire. Ouais. Et donc on détourne des machines comme ça et on les fait, on les met on les adapte et on les customise en fonction de nos besoins. Les moteurs sont différents, les chaufferies sont différentes, etc. Et l'usine est terminée, on est en 2014. Donc janvier 2014, on installe les machines, hop, on branche le courant, les rotatives, on dit allez, ça y est, on y va. Et l'usine commence à tourner le 15 janvier 2014. Et pour l'anecdote, j'accouche de mon deuxième enfant le 12 janvier 2014. Donc tout s'est fait vraiment ensemble et je pense que souvent dans la vie des femmes, ces points essentiels se construisent en même temps et plus les choses deviennent compliquées et belles, plus on avance et ça nous donne une énergie incroyable et un potentiel à vouloir grandir et s'épanouir encore plus fort. Et c'est une coïncidence des choses et du temps que les deux événements sont arrivés en même temps. Mais j'ai le souvenir des machines qui sont arrivées en novembre et on construit, on met les prises, on avance, on regarde si tout fonctionne bien. Et vraiment, je pense que c'était un jour, 2 jours avant la naissance de mon fils. On se dit, ça y est, c'est bon, on peut y aller et tout fonctionne bien. Et là, donc, vous commencez à produire... Donc là, je commence à engager surtout. Donc là, je passe un nouveau stade. Donc, on n'est plus une entreprise de commerce, on est un laboratoire de recherche. Donc, l'idée, en créant ce site, c'était d'avoir un laboratoire de recherche qui soit lié à la recherche appliquée. C'est-à-dire, c'est vraiment... on a la demande, on sait ce qu'on cherche et on fait de la recherche inversée. Donc, par exemple, on cherche un rafraîchissant pour la peau et qui va être lié à un textile. Et donc, on va faire de la recherche inversée et on va se dire comment on peut le fabriquer, comment on peut le concevoir, comment on peut l'imaginer, comment on va l'inventer vraiment, comment on va le formuler. Et donc, on fait de la recherche appliquée ici. Et l'avantage d'avoir l'usine à côté, c'est de pouvoir vraiment avoir une estimation des coûts
de production, de la réalisation du projet. Tu maîtrises complètement tout. Voilà, la maîtrise de la chaîne de valeur, c'est quelque chose qui est très très important dans la recherche. Il nous est arrivé de rechercher et de se rendre compte que finalement le produit était trop cher et que c'était pas vendable, et donc d'arrêter le projet et de se dire que ça sortait un petit peu de nos compétences. On a aussi aménagé dans l'usine un site réservé aux tests sur textile. Donc tout ce qui est imaginé en laboratoire va être rapidement testé sur des supports, tous les supports qu'on peut avoir, qui soient du coton, du polycoton, des fibres de synthétique sur lesquelles il est très compliqué de fixer, des mousses, des duvets, des fibres de rembourrage. Et donc tout se fait ici. On a aussi des machines à laver, des machines pour sprayer, des padders, donc ces machines où les tissus viennent tremper, et on fait tous les tests de résistance, de vieillissement, les tests de stabilité. Donc c'est quand même un laboratoire assez élaboré pour ce type de site, et c'était vraiment le but de ce développement, c'était d'avoir le premier outil européen où on puisse faire à la fois de la recherche appliquée et de la production, et d'être très réactif puisqu'on a nos gammes de produits. Aujourd'hui, on a à peu près 25 technologies différentes chez Pronim, mais surtout de faire aussi du travail à façon. Donc n'importe quel client peut venir vers nous et nous dire, voilà, vous faites ça, mais moi je voudrais ce type de produit que vous n'avez pas. Et donc on va vraiment faire du travail à façon pour nos clients, mais dans une réactivité et dans un timing très très court, de l'ordre de 15 jours, 3 semaines. Ok, mais du coup, vous pouvez tout produire ici? Alors aujourd'hui, tout a été imaginé en se disant, si on fait un delta x3, x4, x5, est-ce qu'on a cette possibilité, cette réactivité ici chez Pronim, à Marseille, dans le 15e arrondissement, de produire aujourd'hui? Oui. Après, si vraiment on a une croissance beaucoup plus exponentielle qu'aujourd'hui, on garde toujours des liens très très forts avec des usines qui pourraient fabriquer pour nous et qui existent en Europe, à l'extérieur de la France, qu'on a eu la chance de rencontrer. Donc on est une entreprise qui est vraiment dans le réseau, dans le partage de compétences. Donc on a des partenaires qui sont des concurrents et qui fabriquent des microcapsules d'une autre façon, mais qu'on connaît bien, et je veux dire, le soleil se lève pour tout le monde. Donc si un jour on a un besoin d'avoir un partenaire fabricant à l'extérieur, pourquoi pas. L'idée de Pronim étant quand même de déménager dans 1 an ou 2 pour avoir un site de production encore plus important et de doubler notre capacité. Aujourd'hui, on a la possibilité de produire x4 ce qu'on produit aujourd'hui. D'accord. Et effectivement, vous êtes très vite développé à l'international. Comment on apprend à exporter? Comment on exporte de manière successful? Ce que j'avais envie déjà à la création de Pronim, j'avais envie de créer ce qu'on a dit tout à l'heure, un label. Donc ce qui est un petit peu différent de ce qui existait au travers des lobbies de la chimie, c'est que quand j'ai créé Pronim, j'ai créé une marque visuelle avec un arbre, avec une charte graphique, etc. Et je me suis beaucoup inspirée de ce qui se faisait aux États-Unis. Aux États-Unis, les acheteurs, ils aiment bien un clé en main. Donc, je te donne les mots-clés, les textes, les rapports de recherche, les visuels, etc. Et je me disais, si ça marche ailleurs, même si ce n'est pas dans notre culture française, c'est un élément qui intéresse et qui est beaucoup apprécié par les acheteurs, et ça a montré son efficacité, en tout cas, dans le temps. Je cherchais un travail pérenne. Donc, créer de la pérennité, c'est-à-dire il fallait créer de la fidélité, il fallait créer des habitudes visuelles, il fallait apporter une valeur ajoutée différenciante de ce qui existait déjà. Et donc, je me suis dit, déjà, par mon expertise scientifique, j'ai très rapidement vu que mon discours n'était pas très adapté à des acheteurs Carrefour ou autres. C'est un discours scientifique mal travaillé, mal présenté dans mes premières années, et j'ai dû très rapidement me faire coacher pour apprendre à parler comme on parle dans le business. Et donc ça, c'était un élément très important. Et l'élément différenciant marketing, j'ai une culture quand même si je suis de Marseille, j'ai beaucoup voyagé, et j'apprends beaucoup à chaque voyage. J'adore regarder les pubs à la télévision dans les autres pays. Aux États-Unis, le marketing, c'est quelque chose qui est
très fort au Japon aussi. Et donc, je m'inspire beaucoup de ce que je vois ailleurs. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup dans l'inspiration de ce qu'on voit ailleurs et de la translation de ce que j'ai pu voir en cosmétique ou dans le sport dans un autre pays pour pouvoir l'apporter en valeur ajoutée dans d'autres domaines d'activité, dans d'autres industries. Ça, c'était vraiment le premier élément. La deuxième chose, c'est que j'ai fait beaucoup de salons. À l'époque, j'étais assez timide et réservée. Donc, en fait, c'est plutôt réservé. Le premier contact, pour moi, est assez difficile. Et donc, je me suis fait accompagner de mon père. Je pense que mes 2 premiers salons, M Textile, c'est le salon du textile et de la literie. C'était un salon en tant qu'exposant ou visiteur? Non, visiteur. Donc, mes premiers salons, vraiment pour aller présenter et me vendre auprès de l'industrie internationale. Mon père m'a accompagnée, donc il faisait le premier pas et c'était très anecdotique. Il faisait le premier pas sur les stands. Il allait présenter le truc comme si c'était son idée et son produit. Et dès que la personne accrochait, elle disait « Ah oui, je voudrais plus d'informations techniques. Attendez, je vous présente ma fille. » Donc, j'arrivais en back-office derrière. Et là, tu étais dans ton élément. Et là, j'étais dans mon élément. C'était plus facile. Et malgré mon jeune âge, le discours était très apprécié. Le discours scientifique. C'était rassurant. Était très rassurant, était très apprécié de cette industrie dominée par les hommes. Et je dis toujours, c'était des sociétés de famille, donc c'était pas évident. Le premier pas n'était pas évident. Et en fait, je rencontre une société qui s'appelle Molina Piumini, qui est une société italienne, qui est le référent de la couette, de la belle couette en plume et duvet en Italie. Et Agostino Molina, qui dirige cette entreprise, trouve que c'est un homme qui est très innovant quand il y a des développements de l'innovation dans la couette et l'oreiller liés à la plume. Ça doit venir de chez lui, c'est une obligation. Et lui, il est en admiration par rapport à ma technologie et tout ce que je peux développer autour, parce que je lui dis, aujourd'hui, je fais des anti-acariens, mais je peux tout faire, je peux tout inventer. Dans ma capsule, je peux tout mettre. Et je lui explique bien, il comprend, il a vraiment cette gymnastique d'esprit scientifique. Et en fait, c'est lui qui m'emporte dans l'histoire, et c'est pour ça que moi, je suis vraiment dans le réseau, dans le partage. Il m'emporte dans l'histoire et il me présente tout le monde. Donc, il me fait rentrer dans un réseau qui s'appelle le Bureau de la plume et duvet international, où dans ce bureau, on va trouver toutes les entreprises du monde qui utilisent la plume et du duvet. Il faut savoir qu'à l'époque, on va parler des années 60-70, toute la literie et tous nos vêtements sont rembourrés avec la plume et du duvet. Souvent la plume de canard, la plume d'oie, du duvet. Et en fait, c'est ces sociétés-là qui se sont développées dans la literie. Donc souvent, quand ils lavent la plume et duvet sortie d'abattoir, c'est eux qui fabriquent les couettes et les oreillers, c'est eux qui fabriquent des doudounes. Et quand le synthétique est arrivé, la fibre de synthèse est arrivée, ils ont acheté la fibre de synthèse et ils ont continué à faire leur métier. Donc les vrais industriels de ce métier-là, ce sont ces acteurs-là. Et donc je suis rentrée dans cette association, dans ce réseau, plutôt assise dans un coin sur une chaise à écouter ce qui se passait et à m'imbiber de cette culture internationale liée à la fois au Japon, à la Chine, à la Corée, Taïwan, jusqu'aux États-Unis, le Canada, et la perception de chacun et aussi la hiérarchie dans ce réseau-là, la hiérarchie, où se situe chacun et pourquoi. Les brokers, les revendeurs, les industriels. Ça a été une expérience incroyable. Puis est arrivé le STRAS. Et donc, quand le STRAS est arrivé, tous les conteneurs de plume et duvet sont restés bloqués à toutes les frontières. Et ça a mis cette industrie dans une situation économique dramatique, comme il arrive aujourd'hui. On est vraiment dans un parallèle d'époque. Et Agostino Molina m'appelle et me dit voilà, on est en train de tout perdre. On ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire, et une visibilité impossible à 6 mois, à 7 mois, puisque tous les conteneurs sont bloqués et on n'a pas de certificat vétérinaire tamponné pour pouvoir faire traverser les conteneurs. Et donc je m'assois avec eux et je leur dis montrez-moi comment vous l'avez. Vous l'avez comme ça, vous l'avez comme ça. Non, mais à ces températures-là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne tuez pas les virus, vous ne tuez pas les bactéries ou les champignons qui sont liés à la plume et duvet, et personne ne vous signera le contrat. Voilà, maintenant, les process de lavage, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et je travaille avec eux et je mets au point des nouveaux process de lavage. Et les conteneurs passent les frontières. Et en étant la seule entreprise dans ce réseau du bureau de la plume et duvet, qui est quand même la 4e génération
Ce sont beaucoup de sociétés familiales qui se connaissent de 4e génération, donc il faut vraiment imposer cette historique. C'est des gens qui se rencontrent 2-3 fois par an, ils ont un lien pratiquement familial entre eux. Moi qui suis à l'électron libre qui vient d'arriver et qui fait les choses juste pour aider une corporation à un instant donné, je rentre en fait dans cette famille avec le meilleur accueil et je leur vends toujours rien, hein. Je pense que je commence à vendre aujourd'hui. Mais je suis reconnue pour mes compétences et mon expertise. Et je commence à voyager beaucoup à l'international au travers de ces différentes entreprises pour mieux apprendre d'abord leur métier et mieux apprendre l'international, les différentes cultures, les différentes mentalités, les différentes attentes. La couette, l'oreiller ou le vêtement n'est pas perçu de la même façon en Corée qu'au Japon et au Canada. Donc, à travers ces entreprises, j'ai une vraie culture. Je m'imbibe de la culture internationale de chaque pays en organisant dans mon esprit quels sont mes pays cibles vers lesquels j'aurai un potentiel marché et les pays vers lesquels j'aurai jamais de potentiel marché. Parlons de la Russie, par exemple. La Russie est très, très loin d'avoir des couettes techniques, des couettes parfumées peut-être, mais aucun intérêt d'avoir une couette technique. C'est trop neuf pour eux comme produit, trop nouveau dans leur culture pour pouvoir aller vers un article fonctionnalisé. Au contraire, le Japon, qui est un pays où tout est customisé, la Corée, où tout est customisé, tout est fonctionnalisé, tout est intelligent. La facilité de pouvoir travailler avec des industries japonaises, le discours, l'échange est beaucoup plus fluide et plus facile une fois qu'on a eu leur confiance. Donc il m'a fallu pratiquement 5 ans quand même juste pour avoir leur confiance, parce que c'est dans leur culture, mais l'accepter aussi. Moi, je suis assez patiente, donc l'accepter aussi que le temps devait passer et on devait s'asseoir l'un à côté de l'autre avec mes collaborateurs, mes partenaires japonais, sans jamais se vendre et juste en échangeant. C'était vraiment c'était le business aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment des pays avec qui j'échange de façon très fluide et très enrichissante, parce que j'apprends beaucoup d'eux et de leur façon de fonctionnaliser, de leur technologie nouvelle. Et eux sont très ouverts à tout ce qu'on apporte, que ce soit nos savons de Marseille, puisqu'on a dans nos gammes, on s'est enrichi d'un détergent écologique pour laver la plume et duvet sur la base de la recette du savon de Marseille, donc toute l'histoire de Marseille, de notre savon. Et les Japonais sont très friands de produits qui ont une histoire et qui ont un marketing réel. Vous faites plein d'autres produits maintenant. Vous êtes dans la cosmétique, si je ne me trompe pas, sur plein de domaines. Effectivement, ouais. Cette multiplication de produits dans plusieurs domaines, ça permet, j'imagine, de toucher du coup à tout. Enfin, on sort du duvet, on sort du du textile et de l'habillement, effectivement. Donc un potentiel pour l'entreprise juste énorme, quoi. Ouais. Enfin, en fait, on a mis du temps à créer un business model et une pédagogie auprès des consommateurs. Et aussi les événements nous ont aidés un petit peu à faire entrer nos technologies dans le quotidien. Le développement durable, en 2005 à 2007, très très fort, et qui a commencé à se vulgariser. Donc on a été un petit peu poussé par ça, et de plus en plus les réseaux sociaux aujourd'hui, Twitter, Instagram, la guerre contre la chimie, les pesticides, contre le plastique, fait qu'on est vraiment sur on a les vrais fondamentaux qui correspondent à ces attentes aujourd'hui. On avait cette sensibilité, donc ça vient vraiment matcher avec les attentes des consommateurs aujourd'hui. Et quand on a eu cette expérience qui était liée au textile propre, on a eu envie d'aller vers la cosmétique. On avait conscience que notre technologie, elle pouvait aller sur tous les supports. Ça peut même être fixé sur un mur, donc vraiment tous les supports peuvent être fonctionnalisés. Pour nous, c'était plutôt facile d'aller en cosmétique, puisqu'on avait cette barrière de fixation, on l'avait vraiment levée au travers de notre expérience textile. Et on avait vraiment des idées qui étaient pertinentes et innovantes
pour la cosmétique. Donc on ne savait pas par contre comment rencontrer les grands acteurs de la cosmétique. Les clients, c'est des fabricants Alors les clients, c'est les marques. Donc par confidentialité, c'est toutes les grandes marques qu'on peut imaginer ou des distributeurs, les grands distributeurs de cosmétiques aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'était de venir leur montrer ce qu'on était capable de faire à travers des supports. Donc, d'apporter des produits finis. On va prendre un produit qui n'existe pas puisqu'on ne l'a pas fait. Un t-shirt hydratant, est-ce que ça existe? Qui soit vraiment un cosmétique, mais qui reste un t-shirt. Bah oui, ça existe. Est-ce qu'un t-shirt hydratant peut avoir la même efficacité, voire une meilleure efficacité qu'une crème que je vais appliquer sur la peau? Bah oui, c'est possible. Et donc, dans cette idée-là, c'est facile pour nous d'aller le présenter, de le proposer et de collaborer avec ces grands groupes avec une expérience et une expertise différentes. Un point essentiel, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on travaille avec ces grands groupes, c'est très compliqué de trouver quelle est la bonne personne quelle est la bonne personne qu'on doit contacter. Et ça, c'est vraiment un élément que j'aimerais partager. On ne savait pas comment faire pour avoir le bon interlocuteur dans un grand groupe. Ils sont 2000 ou 3000 ou 4000. Donc, comment trouver le bon interlocuteur pour faire du business avec un grand groupe cosmétique ou autre. Il y avait un grand salon et dans le salon, il y avait un Open Innovation. Donc, Open Innovation, c'est vous postez des sujets et si ça intéresse un grand groupe, il vous reçoit et vous avez 30 minutes pour pitcher. Et en fait, on a fait ça, on est allé à Cosmétique 360 à Paris. C'est un très gros salon de la cosmétique, plutôt élitiste. Et il y avait toutes les grandes marques. Donc, il y avait Yves Rocher, L'Oréal, Chanel, LVMH, Pierre Fabre. Et on avait la possibilité de poster des sujets avant le salon. Et si ça intéressait une marque, on pouvait, ils nous attrapaient et on pouvait programmer d'un rendez-vous et pitcher pendant 30 minutes avec une cloche qui s'arrêtait au bout de 30 minutes. Et c'est comme ça qu'on a eu la chance de rencontrer tous ces acteurs-là et d'être partenaires aujourd'hui de nombreux d'entre eux en tout cas. Ah ouais, génial. Et donc la plupart du chiffre d'affaires, vous le faites à l'export aujourd'hui? Une grande partie du chiffre d'affaires, plus de 50%, on fait à peu près 60-70% de notre chiffre d'affaires à l'export. Aujourd'hui, on a ouvert un bureau en Chine pour pouvoir mieux collaborer avec les sous-traitants, mieux collaborer avec les industries qui sont à l'international, les Américains, les Canadiens, beaucoup de sociétés européennes. En France, on a la valorisation du Made in France, mais il y a d'autres pays où ce n'est pas forcément un élément de compétitivité et où tout est fabriqué en Chine. Donc l'obligation d'ouvrir un bureau technique plutôt qu'un bureau commercial en Chine a été une évidence pour nous. Donc maintenant, ça doit faire 3 ans à peu près qu'on a ouvert un bureau en Chine pour apporter un support technique à tous nos clients. Et en Asie du Sud-Est, par contre, les modes de fonctionnement sont très différents. Et c'est tout dans l'apprentissage et la compréhension de chaque pays. Il fallait vraiment une entreprise qui soit locale pour nous représenter. Ouvrir un bureau, c'était pas la meilleure décision à prendre parce que les modalités de rendez-vous, le déroulement d'un rendez-vous en Asie du Sud-Est, donc c'est tout ce qui est la Thaïlande, les Philippines, etc., sont très différents de nos cultures à nous. On ne fait pas un rendez-vous, ça ne dure pas 1 heure. En général, ça dure 4 heures et on parle business une demi-heure. Et ça, c'est des choses que nous, on ne sait pas faire. Donc, on a trouvé un excellent partenaire qui était déjà très installé sur l'Asie du Sud-Est. Et en fait, on fabrique, on lui envoie les produits et lui, il met en eau. Et c'est lui qui nous représente sur tout ce qui est Asie du Sud-Est, qui est quand même un gros site de production pour toutes les grandes marques de sport. Ok. Et pour revenir, donc, vous faites quel chiffre d'affaires aujourd'hui chez Pronim? Aujourd'hui, on est aux alentours des 5 millions d'euros. Donc, pour 20 collaborateurs, tu as des associés Aujourd'hui, on n'a pas d'associés chez Pronim. On a surtout une équipe soudée. Et c'est bizarre quand on me pose cette question. La réponse n'est pas forcément celle qu'on attend. Aujourd'hui, petit à petit, on a grandi, donc on est une vingtaine. J'ai pas d'associés parce que j'ai pas fait rentrer de fonds d'investissement ou de partenaires lors de l'évolution de l'entreprise. J'ai certains de mes collaborateurs qui sont associés minoritaires dans
dans l'entreprise parce qu'on a grandi ensemble. J'ai grandi avec eux, une grande partie de mes collaborateurs, même si la moyenne d'âge est relativement jeune chez Pronim. Ceux qui sont rentrés il y a 10 ans sont encore là. Ils sont rentrés juste à la fin de leurs études, mais ils sont là. Et on s'est construit ensemble. Donc c'est surtout une histoire d'équipe. Après, pourquoi pas faire entrer un partenaire plus tard, quand les choses deviendront beaucoup plus sérieuses. Ok. Et pour revenir à donc ton expertise que tu as acquis avec le temps, celle de maîtriser l'export aussi bien, tu es aujourd'hui présidente de l'APEX. Alors l'APEX, c'est le club des entrepreneurs de l'international, import-export du World Trade Center et de la région sud. Ça regroupe à peu près 150 entreprises et partenaires du sud de la France, mais c'est plutôt aujourd'hui, à l'instant T, des sociétés qui sont localisées entre Marseille, Aix-en-Provence et le haut pays aixois. Chacune a une activité, chaque entreprise a des activités très différentes. Moi, j'ai beaucoup grandi, Pronim a beaucoup grandi de son réseau, de son partage, du partage qu'on allait faire avec moi, des portes qu'on allait m'ouvrir. Et j'ai beaucoup appris des autres. Je dis souvent, moi je sais m'asseoir sur une chaise et écouter les autres parler et apprendre des autres. Mais j'ai beaucoup appris des autres et on m'a laissé apprendre des autres. Et je pense que le réseau aujourd'hui est essentiel pour grandir et avancer, comme moi j'ai pu le faire au travers de mon expérience professionnelle. Et petit à petit, j'ai eu envie de me rapprocher en tout cas. Alors, comme j'ai grandi assez vite et que j'étais très concentrée sur mon activité professionnelle, j'étais pas centrée sur Marseille et le réseau marseillais. Je vends rien. J'ai pas de clients marseillais et j'ai pas de fournisseurs marseillais. Mon seul partenaire marseillais est ma banque, donc voilà, j'ai rien d'autre. Bon, il faudrait que ce soit un très très bon partenaire, mais j'ai pas d'autres attaches liées à mon territoire. Par contre, quand on est une industrie et qu'on a une usine, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment retrouver son réseau. Et donc, me rapprocher de l'APEX, c'était un point important de mieux connaître le tissu économique local, de mieux connaître les acteurs, de créer des passerelles avec eux. Et donc, l'envie d'avancer avec l'APEX au travers, d'abord j'ai fait partie du conseil d'administration et après d'être présidente et de partager avec les adhérents, les membres de l'APEX, mon savoir et puis mon côté aussi innovant de vouloir voir un petit peu différemment ce que peut être un réseau et le partage, c'est important. Aujourd'hui, les entreprises ont évolué très rapidement ces 5 dernières années. On ne gère plus nos entreprises, on ne manage plus nos entreprises comme on gérait nos entreprises il y a 5 ans, 10 ans. Et toutes ces entreprises, elles ont envie de s'enrichir du réseau des autres. Elles ont envie de plus communiquer, de plus se connaître, de se voir. Plus on se digitalise, finalement, plus le côté humain aussi redevient oui, important. c'est ça, parce que depuis que tu es, j'ai l'impression que c'est très dynamique, hein, vous faites plein de choses. Enfin, d'ailleurs, il faudrait que je vienne à une des petits déjeuners. Avec plaisir. Tout d'abord, j'ai rencontré pratiquement tous les membres de l'APEX au travers des petits déjeuners. Donc, j'ai vraiment eu le plaisir de recevoir tout le monde et les gens ont été c'est les entrepreneurs. On a été très volontaires à m'accompagner, en tout cas dans ce challenge-là, et de créer des nouveaux outils, surtout de communication, des facilités, des plateformes entre les différentes entreprises et aussi les cadres dirigeants, les responsables export, de créer des plateformes entre eux. C'était vraiment des points très importants aujourd'hui, utiliser les réseaux sociaux, LinkedIn, pour pouvoir communiquer et informer des activités de chacun. On a beaucoup de TPE et PME dans le sud de la France, mais chacune est riche de son savoir, de ses compétences, de son expertise. Et c'est la force de notre tissu économique et encore plus fort de pouvoir les partager entre nous pour pouvoir avancer de la meilleure façon, d'éviter des barrières, d'éviter les problèmes et d'avoir un maximum de compétences. Donc on a aussi à l'intérieur de l'APEX des partenaires essentiels qui sont des consultants, des avocats, chacun expert dans un domaine très très précis, des banques avec des banques qui sont représentées physiquement dans tous
les pays du monde. Et ça, c'est un point extrêmement important. Des fonds d'investissement, des chasseurs de tête. Aujourd'hui, quand on va à l'international, quand on y est ou quand on veut y aller, il faut avoir les bons outils, il faut se prémunir de certains éléments. Et à l'APEX, en fait, toujours dans une idée de partage, on a tous ces outils et tous ces dispositifs pour grandir et réussir. C'est l'endroit où il faut être. Ouais, si une entreprise aujourd'hui veut exporter, et a besoin effectivement de réseaux, d'outils, de conseils, tout simplement. Exactement. C'est top. Et il y a cette vraie volonté aujourd'hui. D'abord, il y a cette conscience de vouloir le faire. Dans ce nouveau management d'entreprise, il y a cette conscience de vouloir le faire et cette volonté. Et aujourd'hui, on grandit beaucoup. On a de nouveaux adhérents avec des activités super intéressantes à l'APEX, de belles entreprises qui nous rejoignent pratiquement toutes les semaines. Et on nourrit notre page LinkedIn de toutes ces informations-là. Donc, rejoignez l'APEX si vous avez envie de faire l'export, ou ne rejoignez pas l'APEX, mais si vous voulez savoir si vous avez la possibilité d'aller à l'international. Ces entreprises-là qui sont très pérennes sur le marché national, qui sont grandes, qui ont une maturité économique sur le marché national, mais qui n'osent pas aller à l'international, venez prendre un café avec moi, je vous raconterai un petit peu ce qu'on pourrait faire ensemble et comment on pourrait vous aider, si vous avez juste l'envie, mais juste peur aussi, comment on pourrait vous aider et vous assister de la meilleure façon. C'est gratuit, hein, un café. Ça coûte complètement. 2 euros, 3 euros. Et toi, du coup, ce poste de présidente de l'APEX, tu le fais de manière, en plus de... Je le fais de façon bénévole et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Oui, ça me prend plus de temps que prévu. Ça a été une grosse réflexion avant d'accepter ce mandat. Mais c'est toujours vraiment, comme je disais, je suis passionnée, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de partage. J'ai un super bureau aussi avec des collaboratrices qui sont très performantes et qui, elles, connaissent vraiment le métier associatif. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir de travailler avec à la fois les entreprises qui font de l'import-export et ces nouveaux partenaires qui nous ont rejoints, et chacun s'enrichit vraiment du savoir de l'autre, et vraiment l'histoire est belle là. Donc c'est que du bonheur. Pour finir, je vais avoir juste quelques questions pratiques. Quels sont, si tu as des outils un peu que tu utilises qui te facilitent la vie, si tu utilises les réseaux sociaux, tu pourrais donner quelques tips? Alors, j'adore Instagram. Je suis moins Facebook. J'adore Instagram et LinkedIn. J'ai toujours une page LinkedIn ouverte sur mon ordinateur et Instagram sur mon téléphone. D'ailleurs, donc, si on veut te contacter, on peut le faire sur LinkedIn ou sur Instagram. Et les deux. Et c'est quoi tu me donneras, mon nom, je les mon prénom. Et j'adore mon téléphone portable. Je le malmène, mais je vis avec. Et j'ai beaucoup de mal à me dire comment je faisais il y a 20 ans, puisqu'il y a 20 ans, je n'avais pas de téléphone portable. Comment on faisait avant ces technologies-là et cette possibilité d'être... Je suis admirative de ces connaissances qu'on peut avoir au travers du web et de la technologie et des réseaux sociaux. Et je fais partie d'autres réseaux sociaux à l'international et je m'enrichis tous les jours des connaissances des autres. Et pour moi, vraiment, cet outil qui est le web, c'est le plus merveilleux outil qu'on ait pu inventer pour enrichir. Et donc oui, je suis beaucoup sur Instagram et sur LinkedIn, et je vais rapidement créer des liens et regarder ce qui existe et les activités des autres pour être innovant, développer des technologies, pour inventer. Aujourd'hui, mon métier, vulgairement, je suis inventeur. Il faut vraiment s'enrichir de tout ce qui existe ailleurs et avoir le regard très ouvert sur différents domaines d'activité et parfois très très loin de ce qu'on fait nous pour pouvoir le ramener à notre actif et inventer. Pronim invente à peu près 1 voire 2 technologies par an. Là, ça faisait quelques années qu'on n'avait rien développé parce qu'on était lié à un procédé d'évaluation pour une autorisation de mise sur le marché, qui nous a pris pratiquement 200% de notre temps, journée, week-end. Cette autorisation, juste on va expliquer rapidement, c'est pour pouvoir mettre ces produits sur le marché européen. Exactement. En fait, l'Europe s'est structurée depuis les années 2000,
petit à petit. Et en fait, il y avait un vrai vide juridique, ou si on peut dire comme ça, sur la chimie. Il y avait un vrai vide juridique sur la cosmétique. Il y avait un vrai vide juridique dans plein de domaines, les phytosanitaires, etc. Donc tous les produits qu'on utilise, les produits ménagers qu'on utilise à la maison, les cosmétiques qu'on utilise, tous les produits du domestique et les produits de l'industrie, il y avait un vide juridique. On pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait vendre comme on voulait. Ça pouvait être toxique ou non toxique. Il n'y avait aucune conscience. C'est ce qui a fait un petit peu le succès de Pronim, parce que moi, quand je suis arrivée dans ce métier, je leur dis, mais vous n'avez pas de test de toxicologie ? Vous dormez sur des choses, vous savez même pas si c'est toxique, non toxique, hypoallergénique, non hypoallergénique. Il n'y avait pas ces notions et ce discours n'existait pas à l'époque. Là, on est en quelle année ? Je pense qu'on est dans les années en 2003, 2004, 2005, jusqu'à... c'est des mots qui sont très récents en termes de... Puis il y a la pédagogie du consommateur. L'acheteur, on n'en parle pas, mais la pédagogie du consommateur, elle a été beaucoup plus lente. Et donc, l'Europe se met en place et elle met en place un règlement qui est le règlement biocide et le règlement cosmétique, donc 2 règlements. Le règlement biocide, c'est ce qui nous concerne le plus, donc tout ce qui est anti-moustique, anti-punaise de lit et anti-allergique, acarien. Et donc, est-ce qu'on est autorisé à vendre ou on n'est pas autorisé à vendre ces produits ? Est-ce que les substances actives qu'on utilise sont toxiques, non toxiques, autorisées, non autorisées ? Est-ce que ce sont des perturbateurs endocriniens ou pas ? Et donc, l'Europe se met en place, mais elle se met en place très lentement. Et nous, les substances actives qu'on utilise, donc l'extrait de margousier, est une des premières substances à être élue, notifiée, acceptée par la Commission européenne. Et une fois que cette substance active a été validée, nous, en tant que Pronim, puisque nous, on achète cette substance active par un fournisseur, nous, en tant que Pronim, il fallait faire évaluer notre produit. Donc, on utilise cette substance active, on fait des microcapsules. Ces microcapsules sont envoyées chez un ennoblisseur qui fait des traitements sur les tissus. Ces tissus permettent de fabriquer des couettes et des oreillers, qui ensuite sont utilisés par des consommateurs qui, eux, ont vraiment l'efficacité attendue, c'est-à-dire je tue les acariens, j'ai moins d'allergies. C'est, je pense, l'autorisation de mise sur le marché la plus complexe que l'Europe ait eu à évaluer. Donc, au lieu d'avoir une évaluation qui a duré 2 voire 3 ans, ça a duré 4 voire 5 ans. Pour plein de raisons. Une substance active naturelle, ça regroupe à peu près 200 substances actives qui sont concentrées, mixées dans une seule huile. Donc il y a la complexité de la substance active, il y a la complexité de la technologie qui est une technologie de microencapsulation pour laquelle on n'a aucun recul et aucun savoir. Donc il a fallu on a dû développer à peu près 40 ou 50 tests différents pour montrer le côté inoffensif de cette technologie à tous les niveaux. Après, ça a renforcé nos compétences et notre expertise, mais sur l'instant, ça a été assez compliqué pour nous à gérer. Ensuite, il y a eu l'utilisation par les employés, les ouvriers dans les usines, l'impact environnemental des boues dans les stations d'épuration quand ces boues sont réutilisées dans des champs, et l'utilisation par les consommateurs. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce que ça n'a pas d'impact néfaste sur les enfants, les adultes, etc. Est-ce que les micro-débris, les microcapsules ne peuvent pas être inhalés par le nez ou la bouche et avoir des effets néfastes sur la santé ? Donc, il y a eu toute une étude qui a été très longue. On a fait plus de 100 études et ça nous a... Donc, c'est des tests concrets sur C'est des tests sur concrets gens, qui ont été faits par des laboratoires externes dans des bonnes pratiques de laboratoire. Donc, ça coûte déjà 30% plus cher qu'un test normal, que le même test non bonne pratique de laboratoire. Et c'est une autorisation de mise sur le marché qui a coûté à peu près 500 000 €. Donc, ça a été très compliqué pendant 4-5 ans de gérer et la structure et que vous financez entièrement. Qu'on a financé entièrement. Et aussi la décision d'équipe de se dire on y va tout seul ou on se fait accompagner. Et donc, ça n'a pas été évident. Et pendant toute cette période, on n'a rien inventé, on n'a rien développé de particulier. On a été très besogneux puisqu'on a travaillé beaucoup sur les punaises de lit et ça a été du travail de fond. Mais ça a été une période assez tendue pour l'équipe Pronim et on s'en est sorti fort, grandi et fier, puisqu'on est la seule entreprise dans le monde à avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est comparable à un médicament pour un biocide et ça nous a permis surtout après coup et à la validation de cette AMM d'obtenir à peu près 10 ou 15 contrats nouveaux avec différents acteurs
de l'industrie, aussi bien des gens qui vendent des pulvérisateurs que d'autres acteurs de la pharmacie, etc. Mais ça nous a permis vraiment de nous faire connaître au travers d'une très grosse industrie, alors qu'on est une toute petite entreprise à Marseille. Oui, c'est ça qui est incroyable. Tout est possible. C'est ce que je dis aux jeunes dans les écoles, c'est faut vraiment avoir des vraies convictions, il faut avoir des stratégies. Ça, c'est très important. Pour l'AMM, on avait une stratégie de départ et de se positionner en expert. C'était nous l'expert de la technologie, c'était pas l'État membre qui nous contrôlait. Surtout qu'à l'époque, on a été contrôlé par l'Allemagne, donc ça a été très très dur, la barrière de la langue, etc. Ça n'a pas été évident. On avait une stratégie et on avait une cible, et c'est en restant droit dans nos compétences et dans notre expertise qu'on a réussi à avancer dans cette évaluation et dans ce challenge. Bon, c'est top, parce que pour finir, tu as répondu un peu à ma question. Quels seraient les conseils que tu donnerais justement aux jeunes qui sortent d'école ? Je n'en donne qu'un, et toujours le même, c'est oser. Voilà, j'en donne toujours qu'un seul, c'est il faut oser prendre son téléphone, appeler quand on a envie. Il faut oser aller dans des salons et faire le premier pas. Il faut oser appeler les entreprises. Il faut être relou quand on envoie un CV, c'est-à-dire j'envoie un CV, j'en renvoie un deuxième à la même entreprise. Tant que l'entreprise n'a pas répondu, il faut le faire. Il faut oser croire en soi. C'est très important. Il faut oser avancer. Il faut oser se dire qu'on est capable et être sûr de soi. Après, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement personnel. Mais oser, c'est vraiment le maître mot de l'entrepreneuriat aujourd'hui, de la recherche d'un métier, de la croissance de soi-même en tout cas. Oser, c'est l'élément clé aujourd'hui, aussi bien pour les jeunes filles qui finissent leurs études, mais pour tout le monde. On est dans un univers où nos enfants font des doubles diplômes, ils vont faire des expériences à l'étranger. Et la seule différence, c'est vraiment dans la personnalité, dans le caractère de la personne qu'on va recevoir en entretien, qui fait la différence, ou de la personne quand elle a envie de créer une start-up ou d'avancer dans un métier. C'est la seule différence, elle tient en un seul mot, c'est celui qui ose. Merci beaucoup pour ce temps, Nathalie. Je te remercie énormément. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne connaissais absolument pas le métier que tu fais et c'est très motivant d'entendre une si belle expérience. Donc, merci. À très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles sur iTunes et de laisser un gentil commentaire. Cela aide énormément à faire connaître le podcast et donc à faire connaître tous ces entrepreneurs du sud de la France que j'interviewe. Donc encore merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être mis au courant du prochain épisode qui devrait sortir la semaine prochaine. Merci et bonne journée à tous.